Bien, alors aujourd'hui, on devrait tendre vers la fin de ce chapitre sur les décisions d'investissement. Alors, vous m'aviez demandé lors du précédent cours de revenir sur la problématique du taux interne de rentabilité, d'accord, le TIR, et je vous avais dit, eh ben, écoutez, on reverra ça en détail et avec précision lors de notre prochain cours. Alors, je vais commencer d'abord par ça, d'accord? Et puis, de toute façon, dans les exercices 2 et 3 que nous devons corriger aujourd'hui, puisque je vous rappelle que la séance précédente, on a modifié un petit peu à votre demande l'organisation et que nous avions corrigé l'ANAL 2019 qui concernait ce type d'exercice, hein, évidemment. Et que la correction se trouve sur le drive pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la séance. Je reviens sur le taux interne de rentabilité et la façon de le calculer. Donc, le taux interne de rentabilité, ça va être un taux d'actualisation qui me permet d'avoir une vanne à zéro. Une vanne, une valeur actuelle nette à zéro. Donc, vous vous souvenez que dans notre méthodologie, on calculait d'abord les flux nets de trésorerie, que ces flux nets de trésorerie, nous les actualisions, d'accord, et qu'ensuite, on les comparait avec l'investissement qui avait été fait, et que si les flux nets de trésorerie actualisés étaient supérieurs à l'investissement, ça nous donnait obligatoirement une vanne positive, d'accord. Éventuellement, si les flux nets actualisés étaient inférieurs à l'investissement, ça nous donnait une vanne négative. Ça veut dire tout simplement que l'investissement n'est pas rentable. Donc ce taux, bonjour Guillaume, ce taux d'actualisation, alors en général dans les exercices, hein, on prend un taux qui est de 10 à 12%, d'accord. Ce taux d'actualisation, c'est lui que l'on va chercher quand on, quand on, quand on s'attelle au taux interne de rentabilité. C'est-à-dire qu'on va chercher le taux qui me permet d'avoir une vanne à zéro, qui me permet d'avoir donc une somme des flux nets de trésorerie actualisés égale à l'investissement. Alors, je vais me baser, pour vous en faire la démonstration et pour vous montrer le fonctionnement, on va regarder un petit peu, je vais partager mon écran et on va regarder un petit peu l'exercice 2. D'accord? Alors, Bonjour. dans l'explication, c'est ça, hein. Dans l'explication, c'est ici. On Connais son cherchait, micro. quand on faisait le délai de retour sur investissement, vous vous souvenez, c'était ce délai qui me permettait d'avoir, encore une fois, des flux nets actualisés égaux à mon investissement. C'est à partir, vous m'entendez? Moi, je ne vous entends pas, mademoiselle. Alors, Vous peut-être m'entendez là activer ou pas? votre micro, Asna, si vous voulez Oui. me poser une question. Oui. Ou oui, on l'entend, bah pas moi. Alors peut-être que j'ai pas mis le son. Excusez-moi. Oui, j'ai pas mis le son. Voilà. Ah. Voilà, c'est bon, Bon, j'ai du son, je vous entends, Asna. en fait, j'aurais une question. Est-ce que c'est possible que le TIR, moi, je crois que c'était dans l'exercice 2 ou l'exercice 3, je sais plus. Et en fait, j'ai pas trouvé de taux à zéro. Je crois que je suis allée jusqu'à 80%, mais je pense que je me suis trompée. Oui, Et jamais je suis arrivée euh, en dessous du capital investi. J'ai toujours été au-dessus, au-dessus, au-dessus. d'accord. Ah ben, écoutez, on va le faire par un exemple et vous regarderez par rapport à ce que vous avez fait où ça n'a pas fonctionné, d'accord? Et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, Ok. ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme exemple alors l'exercice 1, enfin pas l'exercice 1, mais l'exercice de cours, d'accord? Ou l'exercice 1, peu importe. Enfin, dans tous les cas, je vais partager déjà dans un premier temps mon écran et on va le faire ensemble au fur et à mesure. Alors, prenons par exemple, on va le faire avec l'exercice du cours parce que de toute façon, vous l'avez dans le cours et ça va vous montrer un petit peu la démarche.
Si on regarde le premier investissement, d'accord? Le premier investissement, c'est celui-ci. Celui-ci, on a trouvé des flux nets de trésorerie, qui sont ici, d'accord? Que l'on a actualisé par la suite, et on a trouvé des flux actualisés de 99 000. D'accord? Donc, vous avez la formule qu'on a reprise ici. Ça, normalement, vous devez commencer à le maîtriser pour les flux constants. Parce que je vous rappelle qu'il y a deux formules différentes, mais malgré tout, je vous dirais que la deuxième fonctionne dans tous les cas. La première formule ne fonctionne que quand on a des flux constants, donc quand on a des flux égaux sur les 5 années, alors que la deuxième formule fonctionne, elle, dans tous les cas. Elle fonctionne même si on a des flux constants. Et elle fonctionne surtout quand on a des flux qui ne sont pas constants. Enfin, peu importe. Donc là, on avait calculé ici nos flux avec notre formule de calcul ici qui permettait d'obtenir Ça, c'est le cours. ça, c'est le cours. Ah, ok. Je vais reprendre l'exemple sur le cours, d'accord? Et après, de toute façon, dans tous les cas, pour que vous compreniez et que vous en ayez, que vous puissiez à la limite suivre avec votre cours sous les yeux, voir un peu comment on a fait, d'accord? Donc, je reprends l'exemple sur le cours et de toute façon, je reprendrai la même démarche dans l'exercice 2 et éventuellement dans l'exercice 3 si on a le temps de le faire aujourd'hui. Donc, pour vous situer, hein, on avait calculé nos flux et on avait calculé notre vanne. Et ici, on avait une vanne positive, ça veut dire que les flux actualisés sont supérieurs au capital investi. Tout ça, normalement, vous devez commencer à bien le maîtriser. Quant à l'indice de profitabilité et à l'indice de rentabilité, lui, c'est pas très compliqué. On part sur les mêmes bases que pour la vanne. Simplement, on fait diviser à la place de faire moins pour trouver un indice. Quand l'indice est supérieur à 1, ça veut dire que le taux est rentable. Ça veut dire aussi que pour 1 euro investi, je récupère 1,33 € dans mon cas présent. D'accord? Ensuite, on avait calculé ceci. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais me servir de mon petit tableau qui est là pour vous montrer comment ça va fonctionner. Je vais poser un tableau. D'accord? Je vais poser un tableau où je vais reprendre ici mes FNT. Donc, je vais aller les rechercher là-haut. Voilà. Mes FNT. Qui, dans mon exemple, était égal à 26 200. D'accord? Je vais remettre mon capital investi ici. Et je vais remettre mon pourcentage de départ. Je crois qu'on était actualisé à 10%. Donc à 10%, voilà. À 10%, on est positif. D'accord? Après, c'est vrai qu'on va y aller par tâtonnement. D'accord? Allez, j'essaye un 15%. 15%, ici, hop, il faut que je remette mon capital investi. 15%, on est toujours positif. Vous voyez que ma vanne, à 10%, je gagne 24 000 €. Enfin, mon projet est rentable à hauteur de 24 000 €. À 15%, il est rentable à hauteur de 12 000 €. Je vais passer à 20%. À 20%, il n'est plus rentable qu'à 3 413 €. Regardons à 25%. Voilà, à partir de 25%, mon projet n'est plus rentable, puisque je perds 4 000 €. Ça veut dire quoi concrètement? Si j'ai la somme, si j'ai 75 000 € devant moi, d'accord, et que je devais trouver, et que si je pouvais, j'avais l'occasion de placer cette somme, d'accord, cette somme me rapporte X en fonction du taux, d'accord. Et là, mon projet, en actionnant mon projet, en faisant l'investissement sur ce bien, ça me rapporte telle somme. Donc, imaginons
que je trouve un placement bancaire à hauteur de quelque chose qui pourrait me rapporter 25%. D'accord. Ça veut dire que ici, vaut mieux placer que d'investir, parce que mon investissement, lui, me ferait perdre de l'argent, alors que mon placement, obligatoirement, me ferait gagner de l'argent. Par contre, si je trouvais un placement à 20%, un placement bancaire, si j'avais l'occasion de trouver un placement bancaire pour 75 000 euros à 20%, bah, vaudrait mieux regarder combien va me rapporter ce placement et le comparer avec 3 000 euros que va me rapporter mon projet. D'accord. Donc voilà concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire, est-ce qu'à un moment donné, il faut plutôt que je place ou est-ce qu'à un moment donné, il faut plutôt que je investisse dans mon projet. Dans tous les cas, ici pour nous, le but, ça va être de trouver le pourcentage qui amène une vanne à zéro. Donc obligatoirement, le pourcentage qui amène une vanne à zéro, il se situe entre 20 et 25. Alors, dans ces cas-là, je vais plutôt essayer d'affiner le plus possible mon calcul. D'accord. Par exemple, je vais mettre 23. Est-ce qu'à 23, je m'approche plus de 0 et à 22? Bon, voilà. Si je mets 23 ici et 24 ici, plutôt 22 ici et 23 ici. Voilà. Donc, ma vanne passe à zéro entre 22 et 23%. Alors, effectivement, avec un tableau comme moi j'utilise Excel, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai rentré mes formules et puis j'ai plus qu'à changer mon taux ici pour le voir. D'accord. Vous, les tâtonnements, ils se feront de 5 en 5 et puis vous garderez ces valeurs de 5 en 5. Donc ici, moi je sais que mon TIR, donc mon taux interne de rentabilité, se situe entre 22 et 25. Je vais poser exactement comme j'ai fait, puisque ça va être une résolution par interpolation, pardon. Hop, je vais reprendre mon petit truc qui était ici. Hein. Je vais le recopier vers le bas. Maintenant, il va falloir résoudre l'équation. L'équation, elle se pose comme ça. Ici, je place mon taux à 22%. Ici, je place mon taux à 23%. Ici, je place ma valeur que je recherche. Je vais l'appeler X. À 22%, j'ai... Donc ici, je place le taux, hein, en haut. Et ici, je place le FNT actualisé. Donc ici, ça me donne à 22%, 75 000. Ici, je dois être à 75 000 parce que finalement, la valeur sera à 0 quand ça sera 75 000. Hein. D'accord. Donc ici, c'est 75 000 et ici, je place le taux à 73 000. Mon 75 000 ici, il sera valable pour un taux qui se situe entre 22 et 23%. Ensuite, je pose mon équation. Donc mon équation, ça va être quoi? Ça va être 75 moins 75,084. Je vais mettre à jour mes données ici. Je ne vais pas prendre... je peux me contenter des chiffres sans les virgules. Hein, et x moins 22. Pour la première partie, là, je vous... il suffit de regarder comment on fait l'interpolation. Hein. Ça moins ça, divisé par ça moins ça, est égal à ça moins ça, donc 73 507.
75 084. Ici, 23 moins 22. Voilà, j'ai posé mon équation. Ensuite, j'ai plus qu'à la résoudre. D'accord? Alors, on a déjà vu ensemble la méthode de résolution de cette équation. Hein. Je vous demande juste de regarder comment on fait. A priori, ce n'est pas très compliqué. Hein. Il n'y a que des moins, des plus et des divisés. Et ce qui va me permettre de retrouver un taux qui se situe entre 22 et 23%. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions sur ce calcul du taux interne de rentabilité? Oui, j'en ai une, monsieur. Dans l'exercice 2, par exemple, je sais qu'on va faire la correction après, mais je me suis pas du tout, j'ai rien fait avec la vanne hein, pour trouver le TIR. Alors, on peut ne pas utiliser la vanne. Il suffit de juste regarder quand l'actualisation est à hauteur du capital. Oui, c'est ça. C'est que là, par exemple, si on aurait pu faire, par exemple, 26 222 fois 1 plus le taux puissance le nombre d'années moins 5 divisé par T égale au capital. Oui, 75, hors taxe, 75 000. On oui, aurait pu oui, faire oui. ça. On aurait pu tout à fait faire ça, bien sûr. Parce que nous, l'examen avec la calculatrice non programmable, c'est très long en fait. Oui, oui. Alors, au vu de ce qu'on a pu traiter, hein, je pense que alors soit on fera des choses beaucoup plus simples ou des choses qui vous demandent qu'un seul, par exemple, qui vous demandent qu'un seul TIR. D'accord? Comme on a vu, je ne sais pas si vous étiez là à la séance pour laquelle, et vous avez vu là, où on a corrigé l'anal, hein, 2019, vous avez vu la texture de l'énoncé, où effectivement, nous, là, on fait un cas complet. Je conçois tout à fait qu'avec juste la calculatrice papier stylo, pour traiter de façon complète sur 2 équipements, il faut au moins 1h30. Or, vous n'avez pas 1h30, vous avez la moitié d'1h30. Vous avez, grosso modo, si on prend le temps de lecture et de relecture, 40 minutes par bloc. Et il y a 4 blocs. Hein. Donc, on peut vous demander ça, mais par exemple, on vous dirait que on vous donnerait déjà les pourcentages. On vous demanderait juste de résoudre l'équation. On vous dirait, voilà, le TIR se situe entre 15 et 20, recherchez-le. D'accord? On vous avancerait le boulot. Ou on ne vous demanderait pas de calculer le TIR ni le délai de retour sur investissement. Par exemple, on s'arrêterait à la vanne. On s'arrêterait à la vanne et on pourrait aussi s'arrêter juste à l'indice de rentabilité ou juste à ce niveau-là. Donc ne vous inquiétez pas trop par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, moi, de façon pédagogique, je vous explique étape par étape comment on fait et ce que ça signifie. Mais effectivement, si vous avez des façons plus rapides d'arriver, mon équation qui est ici, la résolution que j'en ai faite, là juste dessus, je l'ai détaillée à fond. On peut aller beaucoup plus vite. D'accord? Voilà pour ceci. Alors, on va passer. Pas d'autres questions? Non. Donc, on va passer à les corrections de l'exercice 2. Vous verrez en application là si vos solutions ont été bonnes. Et éventuellement, si vous n'avez pas réussi, on pourra recommencer les explications. Alors, concernant l'exercice 2. Alors, nos données de départ. L'exercice 2 et l'exercice 3 comportaient chacun un petit piège. D'accord? J'espère que vous les avez vus. Le premier, voilà, exactement. Le piège, ici, c'est que vous aviez des frais accessoires qu'il fallait prendre en compte. D'accord? Des frais accessoires qui rentrent dans les coûts d'acquisition des immobilisations.
Et ça, c'est clairement issu du chapitre des immobilisations vues en première année, d'accord, où on vous explique dans ce chapitre-là que les frais accessoires sont à ajouter au coût d'acquisition de l'immobilisation. Et deuxième piège qu'il y avait, on vous donnait des montants en TTC. Donc, il fallait absolument, puisqu'il est bien indiqué que pour l'amortissement, on se base sur une valeur hors taxe. Donc, il fallait repasser son TTC en hors taxe. Voilà le piège. Alors, concernant le tableau des flux, le premier n'est pas très compliqué puisqu'on a des flux constants. Donc, il suffit de scaler sur la première ligne et toutes les autres lignes sont comme ça. Alors, je vais simplement vous indiquer ici comment on a calculé le montant de l'amortissement. Donc, on a pris le montant TTC qu'on a divisé par 1,2, soit 1 plus le taux de TVA. On vous indiquait qu'il y avait un taux de TVA divisé par 1,2 et divisé par le nombre d'années, c'est-à-dire 5. Pourquoi 1,2? Attends, je vous marque, attention, l'amortissement se calcule sur une valeur hors taxe. Voilà. Donc ce premier tableau, normalement, ne posait pas de difficulté. Concernant le deuxième tableau, on avait évidemment le même petit piège concernant la valeur de l'amortissement. Il fallait partir sur une valeur hors taxe. Ici, on avait des charges et des produits qui étaient différents en fonction des années, ce qui nous donne des flux de trésorerie, des flux nets de trésorerie qui ne sont pas constants. Allons-y pour l'actualisation des flux. Pour l'actualisation des flux, cette fois-ci, alors, il y avait juste aussi... Mathieu, j'ai une question. Allez-y, je vous écoute. Pour revenir au tableau des FNT, moi j'ai eu un souci sur le deuxième équipement et à partir du moment où c'était négatif, le RCAI et les charges et le IS, bah, je me suis embrouillée et j'ai rien compris. D'accord. Alors, effectivement, il se peut, et on l'avait vu dans l'annale 2019, qu'on obtienne un retour sur investissement, enfin un résultat courant avant impôt négatif. Ici, j'ai pris le parti de considérer que, tout simplement pour calculer l'impôt sur les sociétés, je faisais du négatif fois un taux, ça me donnait du négatif. Et je continue mes calculs, peu importe, même si j'obtiens des montants négatifs. Malgré tout, à la fin, j'obtiens quand même un flux net de trésorerie positif. Donc, il ne fallait pas s'embrouiller. Les produits encaissables moins les charges encaissables, moins les charges, donc le résultat courant avant impôt, ici, c'est 45 moins 51, donc moins 6 000. Le taux, l'IS qui a été calculé, c'est moins 6 000 fois 34%, puisque je crois qu'on a un taux à 34% ici. Donc, vous faites sur votre calculatrice moins 6 000 fois 0,34 et vous obtenez moins 2 000. Je continue. Ensuite, moins 6 000 moins 2 000, ça me donne moins 3 000. Moins 3 900. Je remets mon investissement, mon amortissement ici. Je fais moins 3 000 plus 9 000 est égal à moins 5 000. Ça peut vous perturber effectivement ces montants négatifs, d'accord, mais il ne faut pas être perturbé, il faut juste continuer son calcul en prenant en compte que c'est un moins, tout simplement. D'accord? Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai fait moins 6 000, moins 2040. Du coup, ça m'a fait plus et du coup, ça m'a fait moins 8 000 et quelques. D'accord. C'est pour ça que... Il ne faut pas oublier de faire le moins, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, merci. Alors maintenant, concernant l'actualisation de ces flux, donc j'ai un premier, sur le premier équipement, sur l'équipement X, on a une actualisation de flux constant, donc on utilise la formule des flux constants. Et sur l'amortissement, sur l'équipement Y, d'accord,
on actualise chaque flux. Vous avez la formule qui est juste à côté. Et ensuite, on additionne les flux actualisés. Alors, voilà, et on additionne les flux actualisés. Excusez-moi, j'ai une petite question. Là, du coup, vous avez calculé pour chaque année le flux net actualisé pour l'année 1, 2, 3 et ainsi de suite. Oui. Est-ce que c'est obligatoire de mettre le détail ou est-ce qu'on peut juste faire un total et donner direct le cumul? On peut donner direct le cumul. C'est pas du Après, tout. c'est ces valeurs-là qu'on va utiliser pour calculer. Si on les a déjà calculées, les FNT actualisés pour chaque année, on en aura besoin pour les Voilà, pour faire le cumul. Voilà, on va en avoir besoin d'abord pour les cumuler. D'abord, pour trouver mon 49 000, c'est bien la somme de toutes les valeurs que j'ai calculées. Et je dirais que, alors moi je vous le montre, je vous l'explique ici, mais sur cette partie-là, elle est quand même importante puisque je vais en avoir besoin encore après. Mais si vous avez fait votre calcul et si vous voulez pas recopier le détail de votre calcul, mais malgré tout, je veux juste attirer votre attention sur comment un correcteur regarde une copie. Un correcteur va regarder deux choses, le calcul et le résultat. Imaginons que le calcul soit faux, le résultat va être faux, obligatoirement. Si la méthodologie de calcul est fausse, le résultat sera faux. Vous obtiendrez 0. Par contre, si la méthodologie de calcul est bonne et si le résultat est faux, on peut très bien se dire, voilà, l'étudiant, il a compris, il a compris la méthodologie de calcul, mais il est avec le stress, ou il a peut-être fait une erreur sur son, et ça arrive à tout le monde, ça, il a peut-être fait une erreur sur sa calculatrice, etc. Le résultat est faux. Il vous mettra la moitié des points. Pourquoi? Parce que dans la notation, on juge la compréhension et le résultat. Vous ne pourrez pas avoir la totalité des points puisque le résultat est faux. Mais surtout aussi, si ce résultat, si vous partez d'une base fausse et qu'ensuite, parce que ça c'est faux, d'accord? Imaginons que dans mes calculs ici, j'ai fait une erreur. J'ai montré à l'utilisateur, j'ai montré à mon correcteur que j'avais compris. Je lui ai montré. Mais malheureusement, dans mes calculs, sur ma calculatrice, au lieu de mettre le moins 4, ici, j'ai mis moins 40. Bon, je vais obtenir un chiffre qui n'est pas très cohérent. Je le dis, normalement, votre chiffre, il ne doit pas non plus être très très loin du flux net de trésorerie. Si j'obtenais 60 000, je suis sûr que j'ai faux. Enfin, j'ai fait une erreur quelque part. Alors que, normalement, je dois obtenir un montant entre 3 et 8 000, quoi. Vous voyez, assez proche quand même du montant du flux net de trésorerie, non actualisé. L'actualisation va simplement, ici, différer légèrement du montant initial. Bon, je n'ai pas fait gaffe que j'avais un montant qui était incohérent et je continue mon exercice. Donc, j'ai un montant dans mon tableau qui est faux, donc mon résultat ici, il est faux, d'accord? Et ensuite, obligatoirement, ma vanne, elle sera fausse. Donc, si je lui marque juste le résultat de ma vanne, qui est faux, il ne sait pas comment j'ai calculé ma vanne. Alors que si je lui dis que j'ai pris les flux nets de trésorerie actualisés moins le capital investi, que je lui montre mon calcul avec le résultat, même si le résultat est faux, parce que de toute façon, je pars d'une valeur fausse, j'aurai au moins la moitié des points. Parce que, encore une fois, je vous dis, on apprécie ce que le candidat a compris, et bien sûr, obligatoirement, s'il a réussi à calculer. Donc, on apprécie deux choses. Or, si vous ne montrez que votre résultat, difficile de comprendre si vous avez appliqué la bonne méthodologie. Donc, n'hésitez pas. Alors, je sais que le temps est compté, que c'est stressant, etc., que j'ai peut-être pas envie d'écrire tous mes calculs, mais moi, je vous conseille d'en écrire le maximum, de montrer comment vous êtes arrivé jusqu'à la vanne, comment vous êtes arrivé à la totalisation des flux nets de trésorerie actualisés, pour montrer à votre correcteur que vous avez compris, que vous obtenez ce résultat et que vous avez continué avec ce même résultat. On a la même problématique dans les tableaux des budgets. Si votre budget de TVA est faux,
votre budget des encaissements est faux, votre budget des décaissements est faux, votre budget de trésorerie est faux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met zéro à tout? Ah non, on va regarder si l'étudiant a compris en méthodologie ce qu'il fallait faire. Alors effectivement, il démarre d'une valeur qui est fausse, parce qu'il a fait une erreur sur sa calculatrice, au lieu de mettre 1, 2, il a mis 1, 0, 2, par exemple. Il n'a peut-être pas pris le temps de revérifier ses calculs par 2 fois, ce qui est peut-être normal, parce qu'il n'a pas eu le temps. Mais malgré tout, si je vois que dans la méthodologie, l'étudiant a bien compris, bah, il aura au moins la moitié des points. Donc, je pense que ça vaut peut-être le coup de mettre sa façon de raisonner de façon à ce qu'on puisse obtenir le maximum des points. Alors, maintenant, passons au taux interne de rentabilité sur cet exercice-là. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? On devait le calculer, l'indice de profitabilité, ou c'est juste pour l'exemple que vous l'avez mis? Si on ne devait pas le calculer, c'est juste pour l'exemple. D'accord. Alors, concernant l'équipement Y, j'ai fait varier mes taux ici, et je m'aperçois, parce que je crois que ce qui a peut-être pu vous perturber aussi, c'est qu'on avait une vanne négative. On avait une vanne négative, et dans l'interprétation, c'est que l'investissement n'est pas du tout rentable, puisqu'il me fait perdre 7 000 euros. Alors que pour l'équipement X, alors que l'équipement Y, lui, me fait gagner 4 300 euros. Donc on a une vanne négative. Il ne faut pas être perturbé. Ce n'est pas un problème. D'accord. Obligatoirement, j'ai un indice de profitabilité qui est inférieur à 1. Je ne suis pas perturbé dans mon tableau. Je vais démarrer plus bas, évidemment, puisque ici, j'ai démarré à 4%. Et je regarde au moment où ça va passer à 0. Donc ça va passer à 0 entre 4 et 5%. D'accord. J'utilise ma méthode d'interpolation. Je pose 4%, X, 5%, les flux nets actualisés sur chaque. Je vous ai remis le premier groupe que je constitue, le deuxième groupe que je constitue. Donc là, je vous ai remis le détail de la méthode d'interpolation. Et ensuite, j'ai mon équation qui est posée et j'obtiens un résultat de 4,93. Le résultat est plutôt cohérent puisqu'il se situe entre 4 et 5. C'est ce que je cherchais à montrer. Si j'avais obtenu un résultat, je ne sais pas, moi, à la fin de mon équation, de la résolution de mon équation, un résultat de 30, je me dis que j'ai une petite erreur. Alors, soit j'ai le temps de recommencer, ou soit au moins j'ai montré mon équation. Alors, il ne faut pas faire tout le raisonnement de l'interpolation. Il faut simplement poser l'équation. Si mon équation est bonne et que j'ai des petits soucis dans la résolution, j'ai eu des petits soucis dans la résolution de cette équation, je ne vais pas obtenir un résultat cohérent, je ne vais pas obtenir un résultat entre 4 et 5, je vais obtenir, je ne sais pas moi, quelque chose de complètement aberrant, 36, alors que je cherche un résultat entre 4 et 5. C'est pas grave. J'ai mis ma méthodologie. Alors, si votre méthodologie est bonne, j'aurai au moins la moitié des points. Alors, si j'ai le temps, je recommence pour essayer de trouver le bon résultat. Mais si je n'ai pas le temps, moi, je laisse les choses comme ça. Je peux vérifier mon résultat parce que ici, par exemple, dans mon tableau qui est ici, si je mets un 4,93, je devrais être très proche de 0. Si je mets 4,93, oui. Si je mets 4,93 ici, et je suis à moins 1,74. De toute façon, c'est ce que j'avais mis au départ. Si je mets 4,93, j'obtiens une légère perte de 1,74, c'est-à-dire qu'il doit encore avoir des chiffres derrière après les virgules. C'est pas très grave. Mais mon résultat est cohérent. Je vais passer à 4 ici. Concernant maintenant le taux interne de rentabilité du deuxième équipement. Voilà, alors je vous le présente comme ça. Donc j'ai mes années, j'ai mes flux de trésorerie que j'ai fait varier à 12%, à 15%, à 17%. Je regarde moi ma vanne, ou je regarde comment il se comporte comparé à mon investissement de 45 000, et je vois que entre 15 et 17, je passe les 45 000, ou je passe les 0. Donc je pose mon équation
d'interpolation. 15, X, 17. La vanne actualisée, donc 46 415, mes 45 000 et mes 44 628. Je pose mon équation et j'obtiens un résultat à 16,58 qui est cohérent, qui se situe entre 15 et 17%. Y a-t-il des questions? Oui, j'en ai une. Oui, je l'écoute. Cette deuxième méthode là pour Y, mais elle est tellement longue. C'est incroyable en fait. Bah oui, parce qu'il faut recalculer tout pour chaque pourcentage. Ça, je vous le concède. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est long. C'est pour ça que je vous dis, bon, il faut le savoir, d'accord? Mais il y a quand même peu de chances qu'on vous demande d'effectuer. Alors, je vais vous dire, allez, vous allez prendre 1 minute par ligne. Donc, ça veut dire que là, j'ai 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. J'ai 15 minutes rien que pour ce premier tableau-là. Ensuite, il faut que je totalise tous mes chiffres. Ça fait encore 20 minutes. J'ai 20 minutes rien que pour ce tableau-là. Ensuite, il faut résoudre mon équation qui va me prendre à peu près 5 minutes. Ça fait 25 minutes plus mon tableau des FNT. Ça m'étonnerait qu'on vous donne un tableau tel que celui-ci à faire. Ou alors, ça serait un exercice qui prendrait 1 heure. Alors, d'autres questions? À part vous étonner sur la longueur, mais je vous dis, c'est pas grave. Je pense pas, ou sinon on va vous demander que ça, par exemple, ce tableau-là, que ça. On va vous donner un tableau des flux, on vous donnerait le tableau des flux, on vous dirait, bah voilà le tableau des flux, on vous donne le tableau des flux, trouvez le taux interne de rentabilité. Moi, j'avais une question. En fait, donc il n'y a qu'une solution pour. Il n'y a pas une équation, une formule qui serait plus rapide. Il faut absolument poser l'équation. Cette équation-là, oui, Oui, il faut absolument la poser. il y a pas de. Parce qu'il me semblait dans le cours qu'il y avait une formule plus rapide, mais j'ai pas dû comprendre alors. Non, parce que dans le cours, on vous pose la D'accord. relation comme ça, hein, Mhm. d'accord? D'accord, très bien. Dans C'est le ce qu'il faut cours, retenir, en dans tout le cas. cours, on vous dit bien, bah, il faut tester, il faut y aller à tâtonnement, d'accord? Oui, Et une fois que vous avez deux valeurs, une qui est positive, une qui est négative, bah, vous prenez ces deux valeurs et vous posez votre équation d'interpolation telle que celle-ci. Il n'y a pas d'autre d'accord, merci. façon de retrouver ça. C'est bon pour tout le monde? On peut passer à l'exercice 3. Alors, d'abord l'interprétation de tout ça. Là, on a fait beaucoup de calculs, mais en plus, il faut interpréter maintenant. Alors, si on s'arrête d'abord ici sur voilà, la vanne, l'interprétation, c'est qu'on a un projet, le projet d'équipement X, qui n'est pas du tout rentable. Il n'est pas du tout rentable parce que sa vanne est négative. Il n'est pas du tout rentable parce que son indice de profitabilité est inférieur à 1. Alors, vous ne vous demandez pas, je ne sais plus si on vous demandait l'indice de profitabilité dans l'exercice, on vous demandait au moins la vanne, je pense. Donc, l'équipement n'est pas du tout rentable. Il ne rapporte pas suffisamment de trésorerie, de flux de trésorerie pour pouvoir être rentable. Obligatoirement, si on doit faire un choix, on va opérer, on va se diriger vers l'équipement Y. De toute façon, c'est confirmé par le taux interne de rentabilité, puisque plus le taux est important, si on veut faire deux comparaisons, on va se diriger vers le projet qui a le taux le plus important. Ici, le projet X a un taux à 4,93, alors que le projet Y a un taux à 16,58. C'est le taux de rentabilité interne, donc ça me rapporte 16,58%. Voilà, alors que l'autre ne me rapporte que 4% en rentabilité. Voilà, pas d'autres questions? Non. On va pouvoir passer à l'exercice 3. Alors ici, le piège de l'exercice 3, c'est que
C'était un peu marrant, je n'avais pas regardé les exercices avant qu'on fasse le cours ensemble, mais quelqu'un m'avait posé la question, monsieur, est-ce qu'il est possible qu'on ait une date de mise en service qui ne soit pas concordante avec le premier jour de l'année? Je lui ai dit, c'est pratiquement impossible, parce que ce serait trop compliqué de vous donner les choses. Or, ici, bon, c'est ça aussi, hein, le but des exercices, c'est de vous donner, oui, vous, d'accord Françoise, c'est de vous donner des choses très difficiles. Et si vous êtes habitué à des choses très difficiles, bah, quand vous vous retrouverez devant une chose un peu plus facile, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous irez beaucoup plus vite. Alors malgré tout, la difficulté, elle n'est pas énorme. Elle fait simplement appel à, à savoir comment on calcule un amortissement au prorata temporis. Alors je vais quand même faire un tout petit rappel. Est-ce que tout le monde, dites-le, hein, parce que sinon je ne fais pas le rappel, est-ce que tout le monde se souvient bien, au moins en amortissement linéaire, des méthodes de calcul du tableau d'amortissement pour un bien qui n'est pas acquis au premier jour de l'année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je refasse un petit topo pendant 5 minutes? C'est avec le truc des annuités, là? Oui. Euh, Un petit rappel. Ok, allez, je vous fais le petit rappel. Oui, possible, c'est un peu loin. Très bien. Voilà. Alors, prenons en compte, par exemple, un bien, donc une acquisition, dont la valeur hors taxe, d'accord, puisqu'on parle toujours en hors taxe, dont la valeur hors taxe est de 50 000 euros. La durée d'amortissement de ce bien est de 5 ans. La date de mise en service est le 1/05/2020. Le type d'amortissement c'est un amortissement linéaire. Je vous rappelle qu'on trouve aussi des amortissements dégressifs et des amortissements dérogatoires. Je ne sais plus si le dérogatoire est à votre programme, mais bon, dans tous les cas, il existe aussi d'autres types d'amortissements. Voilà les données dont j'ai besoin pour construire mon tableau d'amortissement. Le tableau d'amortissement, il se construit de la façon suivante. On va mettre année en premier. Alors, il existe différentes constructions, mais globalement, on va retrouver de toute façon toujours les mêmes données. La valeur à l'origine. La valeur à l'origine, Estelle, non, quoi, non. La valeur à l'origine, je ne crois pas. Alors, je regarderai vos commentaires après, hein, si vous voulez bien. Sauf si c'était quelque chose relatif à ce que je suis en train de faire, n'hésitez pas à intervenir. On va trouver ici la dotation aux amortissements. C'est ce qu'on appelle l'amortissement, hein, dans la dotation aux amortissements. Qu'on appelle aussi l'annuité. Ici, on va avoir le cumul des amortissements. Et ensuite, dans la dernière colonne, on va avoir ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Voilà pour la construction du tableau d'amortissement. Alors, vous avez bien compris que les années vont correspondre au nombre d'années d'amortissement, sauf que pour notre première année, donc l'année 2020, comme le bien a été acheté en cours d'année, l'amortissement, il ne va se faire que du 1
0,5 au 31-12, soit un amortissement sur 8 mois. Ça, vous comprenez, le bien a été mis en service à partir du 1er mai, donc je ne vais l'amortir que du 1er mai jusqu'au 31 décembre de cette première année. Et c'est là où on applique un prorata temporis. Donc, en dessous, je vais marquer le calcul. Le calcul amortissement. Monsieur, Oui. si pour l'amortissement, moi, j'ai pas pris 8, j'ai pris 7. Parce qu'en fait, j'ai compté du 1 au 1. Donc, c'est une erreur. D'accord. Ah merde. Ah oui, donc ça change tout. Oui, ça va tout changer. Mais encore une fois, il vaut mieux faire d'abord l'erreur maintenant que le jour de l'examen. Et puis, on verra que vous avez fait cette erreur. On va comprendre. Et si vous faites un petit renvoi et puis vous marquez votre calcul, ça par ça et par ça, là, on va voir que vous êtes parti sur 7 mois au lieu de partir sur 8 mois. Mais il faut bien, est-il 30 jours, le du mois comptable, est-il 30 jours, le mois comptable. Alors, un mois comptable, c'est 30 jours. D'accord? Dans 99% des cas, un mois comptable, c'est 30 jours, que ce soit le mois de février ou autre. D'accord? Une année comptable, donc c'est 360 jours. Ici, on va raisonner en termes de mois, puisqu'on a des mois entiers. Le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait bien 8 mois d'amortissement. Donc mon calcul, il va se faire comme ça. Il va prendre la valeur à l'origine, la valeur hors taxe du bien, divisé par le nombre d'années d'amortissement, multiplié par le nombre de mois de détention, divisé par 12. Ça, c'est mon calcul. D'accord? Concrètement, ça me donne quoi en matière de calcul? 50 000 divisé par 5, multiplié par 8, puisqu'il y a 8 mois de détention, divisé par 12. C'est ce multiplié par 8 divisé par 12 qui me permet de faire le prorata temporis. Donc, est égal, ici, hop, 50 000. Donc ici, je vais avoir une première dotation qui est de 6 000. Un amortissement qui est de 6 000, puisque ça, c'est le cumul de toutes les dotations, et une valeur résiduelle qui est de la valeur à l'origine moins l'amortissement. En année 2021, que va-t-il se passer? Combien de temps je vais l'avoir? Je vais l'avoir toute l'année. C'est pour ça qu'ici, on aurait eu un 12 sur 12, c'est pour ça qu'on ne le fait plus. L'amortissement 2. C'est simplement, enfin, c'est le 2 et le 3 et le 4. Hein, voilà. L'amortissement 2, c'est simplement la valeur hors taxe divisée par le nombre d'années. Donc, toujours 50 000. Hein. Ici, hop, je vais simplement modifier mon calcul. Hop. Et le cumul, je l'aurai amorti pour 16 000. Donc la valeur résiduelle va descendre. Donc ici, je l'ai du 1 au 31-12. Je l'ai toute l'année. Idem pour la troisième année. Idem pour la quatrième année. Donc si je compte, là je l'ai 8 mois. Là je l'ai 1 an. Là je l'ai 1 an. Donc
Donc là, je l'ai 4 ans et 8 mois. Pour faire 5 ans, ça veut dire que la dernière année, je vais l'amortir sur 4 mois. C'est-à-dire que je vais l'amortir du 1-1 au 30 avril. Je vais l'amortir 4 mois, comme ça, au total, j'aurai bien 5 ans d'amortissement. Et monsieur, quand ça commence en milieu de mois, on fait comment avec les jours? On calcule en jours. Donc en fait, on calcule un mois, c'est 30 jours. Imaginons que... Attendez, je termine juste mon calcul et je vous fais un exemple. Obligatoirement, de toute façon, dans votre tableau, à la fin, vous devez arriver à 0. Si vous n'arrivez pas à 0, c'est que vous avez fait une erreur dans ce type d'amortissement. Alors maintenant, imaginons que donc le 3, le 4, le 5e amortissement, et pour le calcul, je vais simplement le calcul pour le 6e amortissement. Mois restant. Alors, si on devait avoir, par exemple, un bien qui a été acquis le 15/4/2020, comment calculer? Donc, je vais prendre 15 jours en avril, d'accord? 15 jours qui correspondent en avril, qui correspondent au mois d'avril. Ensuite, je vais prendre mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 8 mois. 8 mois à 30 jours. 8 mois à 30 jours. Donc, ce qui veut dire que j'aurai 240 jours, plus 15 jours. Au total, je vais garder mon bien, enfin, je vais avoir le bien sur l'année, 255 jours. Dans mon calcul, au lieu d'avoir... Dans mon calcul, au lieu d'avoir 8 divisé par 12, j'aurai 255 divisé par 360. Ça répond à votre question? Oui, merci. Alors voilà pour ce petit rappel. Hop, je vais renommer ça. Rappel amortissement. Voilà. Alors, je reviens sur l'exercice 3. Donc la difficulté ici, effectivement, c'était d'avoir un amortissement qui n'était pas complet pour la première année et de penser à faire 6 années. Vous voyez que mon tableau, il va en 2017 jusqu'en 2022, ce qui représente 6 lignes. Finalement, il y a 6 années. Alors, normalement, vous pouviez le comprendre quand on vous disait, voilà, la première année, il y a 77 000 de charges supplémentaires. Les 4 années suivantes, il y a 103 000 et la dernière année, il y a 25 750. Ben, finalement, ça fait 6 années si je compte bien. Donc, il fallait faire un tableau à 6 années. Avec un premier amortissement ici, je vais vous indiquer comment il a été calculé. Donc, il a été calculé en faisant, quelle est sa valeur? 80 000. Donc, 80 000, valeur à l'origine, divisé par 5, le nombre d'années, multiplié par 8, le nombre de mois de détention, divisé par 12. Voilà comment j'ai obtenu 10 000. Comment j'ai obtenu 10 666. Le reste, les 4 lignes suivantes, ne posent pas vraiment de difficulté, d'accord? On reste dans la même méthodologie de l'établissement du tableau des flux de trésorerie qu'on a vu précédemment. Ici, la seule difficulté, c'était l'amortissement qu'il fallait proratariser. Je vais mettre aussi comment j'ai calculé le dernier amortissement.
En fait, le dernier amortissement, c'est le complément du premier. Hein. Donc, j'ai fait toujours 80 000, divisé par 5, multiplié par 4 mois, puisqu'il me manque 4 mois pour avoir l'année complète, hein, divisé par 12. Voilà comment j'ai obtenu mon calcul. J'ai fait exactement la même chose concernant le deuxième tableau. Alors, maintenant, j'ai actualisé mes flux et actualisé mes flux. J'ai ensuite calculé ma vanne. Et bon, comme c'est très facile, j'ai calculé aussi l'indice de profitabilité. Donc ici, qu'est-ce que je remarque? J'ai un projet X qui finalement rapporte moins de sommes, mais comme l'investissement est plus petit, la vanne est plus importante que pour le projet Y. Ce que je confirme par mon indice de profitabilité qui est supérieur à l'indice de profitabilité de l'équipement Y. Voilà pour ça. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez remonter un petit peu l'écran? Oui. Juste un tout petit peu. Pour la somme des FNT actualisée pour X. Oui. Ah bah mince, j'ai pas la même chose. Ok. Bon, attendez, hein, il peut m'arriver aussi. Alors, je vérifie que le taux d'actualisation était bien à 10%. Je vérifie dans ma formule que j'ai fait un taux d'actualisation de 10%. Oui, 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 et oui. A priori, je ne vois pas d'erreur dans ma formule. Pareil pour le deuxième, j'ai bien fait à 10%. J'ai une question. Oui. En fait, alors après, c'est peut-être perché, mais j'étais partie sur le coefficient. Au lieu de mettre puissance moins 1, puissance moins 2, tout ça, perso, ça me paraissait pas du tout logique. Parce que quand on voyait comme ça, présenté comme ça, on aurait dit que c'était un projet sur 6 ans, alors que c'était sur 5 ans. Oui. Et du coup, compte tenu que c'était pas sur 6, mais sur 5, et que la première et dernière année n'étaient pas complètes, eh ben, je me suis retrouvée à mettre des puissances 2 tiers pour la première année et puissance 1 tiers pour la dernière année. Et du coup, ça nous a tout induit en erreur. D'accord. Alors, je reviens sur mon FNT. Alors, si vous avez, ce qui n'est pas faux, hein, vous n'avez pas totalement faux. Simplement, vous oubliez de prendre en compte que quand on analyse des données comptables, on les analyse tout le temps de façon annuelle. Même si, effectivement, j'ai bien conscience que, par exemple, c'est proratarisé pour les amortissements, mais les données comptables sortent une fois par an avec le bilan. Donc, on pourrait vous opposer ça. Malgré tout, vous pourriez très bien défendre votre beefsteak en disant, voilà, sur la première année, j'ai pris 2 tiers, mais alors qu'est-ce que vous avez pris sur la deuxième année, par exemple, comme coefficient? Et bien justement, j'ai pris 2 et ça m'a posé un problème. Voilà où est votre problème. Mm. Il aurait fallu prendre 1,66. Ben oui, du coup, oui. 2,66, 3,5 et arriver à la fin en prenant 5. Puisque vous seriez arrivé. Donc, si dans votre solution, si vous me présentez à moi, si je suis correcteur, je vois que vous avez mis 2 tiers, par exemple, pour la première année. Hein, d'accord? Je me dis, ah, c'est pas bête ce qu'elle a fait. Je le prends en compte. Simplement, dès la deuxième année, si vous mettez 2, c'est que vous êtes plus logique avec ce que vous avez entrepris la première année. D'accord? Il aurait fallu mettre 1,66 la deuxième, 2,66 la troisième, 3,66 la quatrième, 4,66 la cinquième et 5 la sixième année. Mais je pense que vous êtes cherché un petit peu la difficulté. Après, au demeurant, ce n'est pas des résultats qui sont si lointains non plus. Hein. Non, bien sûr que non. Effectivement. Et à la limite, votre raisonnement, il est très logique et très bon à condition de le tenir jusqu'au bout. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'est parfait, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous finir la correction que je vais mettre sur le drive, d'accord? Puisqu'après, on fait exactement les mêmes choses qu'on a déjà traitées sur l'exercice 2. Hein, vous calculez le TIR. Là, on est arrivé à la fin de notre cours. Monsieur, je pense que les FNT est la sixième année. Alors, vous pensez que j'ai fait une erreur sur la sixième année, sur lequel?
Est-ce que j'ai pris, a priori, 7712, j'ai bien le bon montant, ben, je ne vois pas d'erreur. La FNT actualisée sur l'équipement Y, sur la deuxième année, sur la sixième année. A priori, mais je ne vois pas d'erreur dans ma formule. Donc, ça devrait être ça. Et puis, mon résultat, il est plutôt cohérent avec mes 7000. Moi, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Je revérifierai, mais a priori, non. Donc, ce que je vous propose, je vais vous mettre sur le drive la correction complète du troisième, d'accord, qu'on n'a pas terminé là. On se gardera 5-10 minutes si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions et que la correction vous suffit, on attaque le prochain chapitre la fois prochaine, d'accord. Donc, il faudra commencer, faut le préparer, d'accord. Donc, c'est le chapitre sur le contrôle de gestion. Donc, vous le préparez. Je vais juste vous garder encore 30 secondes. Juste vous garder encore 30 secondes pour vous dire exactement s'il faut tout faire sur ce chapitre-là, ou si vous pouvez vous contenter d'une seule partie et à la limite de commencer à préparer la deuxième partie. Il faut juste que je vois comment il est structuré. Après, c'est pas très il est beaucoup moins compliqué ce chapitre que celui qu'on vient de faire en termes mathématiques, je dirais. Après, c'est pas le chapitre le plus compliqué que vous aurez à faire. Hein. Après, oui, vous pouvez le faire entièrement. On le traitera peut-être sur 2 séances. Le télé est peut-être un peu long. Alors, ce que vous faites, ce qu'on va faire, on va le traiter en 2 parties, d'accord. Ce que je vous demande de préparer pour lundi, c'est au moins la partie 1 du TD. Si vous arrivez à faire la partie 2, tant mieux. Ou sinon, on traitera ensemble la partie 2 mardi, puisque je vais éviter de vous donner du boulot entre le lundi et le mardi, comme on s'était dit lors de notre séance présente. Donc, je répète, vous préparez la partie 1 du TD pour lundi. Si vous voulez faire la partie 2, tant mieux pour vous. Si vous avez le temps de le faire pour mardi, tant mieux pour vous. Sinon, il n'y a pas d'obligation à faire la partie 2 pour le mardi. On la traitera ensemble. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est parfait pour tout le monde, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et puis on se dit à lundi pour la suite des événements. Allez, à ciao, bon week-end. Bon week-end.